matinal tocsin 7h30, 8h30 à la volée. Bonjour Denis Sassik. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci beaucoup à vous d'être ici. Vous êtes donc auteur de ce roman, un roman qui s'appelle Inclure, aux éditions Magnus, qu'on connaît bien ici. Vous êtes également enseignant, président de Rassemblons Cagnes et ancien porte-parole, c'est comme ça qu'on vous connaît également, du parti Reconquête pendant la campagne présidentielle et responsable des parrainages pour Reconquête. À l'époque, Absolument. je me rappelle, on avait fait un point sur les signatures des parrains et vous nous expliquiez à quel point également il était difficile de faire fonctionner la démocratie avec ce problème de signature. Mais aujourd'hui, on est là pour un autre sujet, bien que tout ça soit lié. C'est votre roman Inclure, préfacé par Philippe de Villiers, je le précise. C'est un roman dystopique et un roman très amusant, très frais, qui a des airs de 1984, mais avec beaucoup plus d'humour en fait, beaucoup plus léger, ce qui fait que on peut aborder des sujets très graves évidemment, en ayant le sourire et en rigolant, et on aborde toutes les problématiques qui sont celles de la France, mais avec le sourire. Et donc vous nous plongez dans la France des années 2060. Tout à fait. Où le parti Inclusion, c'est bien comme ça. Parti inclusif. Inclusif, voilà, parti inclusif règne en maître et fait sa loi. Et il se trouve que Théophile, donc le héros de l'histoire, qui est un médecin sans problème, un jour, je pense à ici, moi, un de mes collaborateurs fait une blague potache, comme tout le monde peut faire partout. Il dit qu'il préfère les blondes. C'est même pas vraiment une blague d'ailleurs. Oui, je crois que c'est dans l'occasion. Vous pouvez peut-être raconter d'ailleurs ce qui se passe. Oui, en fait, c'est le magazine. Donc lui, il est médecin, il est pédiatre et il travaille au CHU de Nantes, qui est par ailleurs une ville que j'ai connue par le passé. Donc dans le cadre d'un magazine qui est rédigé justement précisément au CHU pour mieux connaître le personnel, on lui pose une question. Il y a une rubrique, voilà. Avec le personnel, et on lui pose la question: quel est votre rapport à la sentimentalité, quoi. Et lui tout simplement dit, alors qu'en plus il n'est pas très porté sur la sentimentalité précisément, mais pour dire quelque chose un peu stupidement, il dit je préfère les blondes, un effet de manche, voilà, je préfère les blondes. Et donc effectivement il se fait arrêter pour brunophobie. Pour brunophobie, voilà. Donc on voit déjà qu'on a en 2060 on a beaucoup avancé dans les accusations, dans les procédés accusatoires. Brunophobie, ça veut bien dire donc qu'on n'aime pas les brunes. Et là c'est là que commence en fait vraiment le roman. Il va être emprisonné, il va préparer sa défense, il va rencontrer un avocat qui est lui réactionnaire, on va dire, et qui va interroger justement toute la folie, toute l'absurdité de ces procédés accusatoires. Et donc petit à petit, on repasse finalement tout ce qu'on voit se dérouler aujourd'hui devant nos yeux. Oui, absolument. Et puis le titre même, le nom même du parti réactionnaire, est en soi assez effarant, parce qu'en réalité, dans le roman, le parti dit réactionnaire n'est jamais plus qu'un macronisme, en tout cas, n'est jamais plus qu'un parti de centre-droit qui dit tout simplement peut-être qu'on pourrait arrêter toute cette folie et arrêter. Mais ils sont en rien ni réactionnaires, ni fascistes, ni totalitaires. Et évidemment, le régime, les médias ne cessent de les décrire comme des nazis, comme les pires fascistes qu'ils soient, alors qu'en réalité, c'est un parti juste relativement plus modéré que le parti inclusif. D'ailleurs, une petite... avant d'arriver en 2060, vous êtes en 2042, et là, on voit Jordan Bardella qui est en... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites la promotion de Jordan Bardella ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'imagine que Jordan Bardella se présente donc pour la première fois en 2042 et perd. Déjà, ça fait un peu tard, quand même. Ça fait un peu tard. J'imagine que Marine Le Pen sera candidate encore un peu. Pourquoi vous l'imaginez encore si longtemps, Marine Le Pen ? Parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est, je pense... Parce qu'elle est utile ? Je sais pas. Moi, en fait, j'ai pas voulu pour le coup faire un roman politique sur la droite. J'ai fait un roman politique sur ce qui se passe à gauche. J'ai fait un roman politique sur ce que les woke et leurs complices. Mais quand même, en mettant Jordan Bardella, ça montre bien qu'il y a comme un pantin RN qui est bien pratiqué à chaque fois en 2042 comme aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on voit que c'est systématiquement le barrage au fascisme au second tour, que c'est systématiquement, comme vous dites, ce pantin, en tout cas cet épouvantail qui consiste à dire oh là là, attention, la haine revient, au radar sur glane, ça va être à nouveau le nazisme, qui fait qu'on a le candidat en face du RN qui l'emporte. Et donc j'imagine que c'est par ce biais-là que le parti inclusif finit par gagner. Alors toutefois, avec, je sais pas si vous l'avez noté, mais un score avec une marge relativement faible. En réalité, le Front républicain est sur le bord de céder et le parti inclusif ne gagne que à 2 ou 3% près. Et donc c'est pour cela que j'imagine que Marine Le Pen est candidate encore pendant quelques années, quelques décennies même, et que Jordan Bardella ne reprend qu'en 2042 la suite. Et en plus, il est particulièrement jeune. Donc, Alors, je vais reprendre, puisque moi, on ne va pas révéler toute la fin du roman, mais on voit bien comment ça se joue. On voit bien, je dis, c'est très bien mené, avec beaucoup d'humour. Franchement, c'est très frais. Merci beaucoup. Donc,
vous allez, je pense, chers auditeurs, vous régaler. Mais évidemment, il s'agit là d'interpréter notre monde et la folie de notre monde. Et on en parlait juste avant avec Pierre-Marie Sèvres. Il y a cette dernière actualité notamment, ces marcheurs manifestants délinquants, certes, qui ont envoyé des mortiers sur la police, qui sont immédiatement mis en prison pour 6 mois ferme minimum. À côté de ça, on a des délinquants tous les jours qui font des choses bien plus graves et qui, eux, ne sont pas condamnés. Comment vous réagissez à cette actualité ? Si je dois la lire sous le prisme de mon livre, je dirais que en fait, c'est l'avant-goût de ce qui est dit dans mon livre. En réalité, ça n'est jamais que la traduction de la haine de soi. On est toujours extrêmement dur avec tout ce qui peut nous rattacher à ce qu'on est, à nos traditions, à notre histoire, à l'amour qu'on peut porter à son pays. Et on est toujours extrêmement bienveillant avec tout ce qui est le contraire de ça. Et donc l'actualité que vous avez donnée n'est jamais que la traduction de cela. Et le problème, c'est que cette façon de voir le monde, cette façon qu'on appelle woke, qui est un grand mot, mais en réalité le wokisme regroupe tout un paquet de courants idéologiques, mais qui en fait sont toujours fondés sur la haine de soi d'une part et la susceptibilité vexatoire d'autre part. Ça n'est jamais, en définitive, qu'une idéologie qui n'a aucune fin, qui n'a pas de fin. Leur truc est sans fin, ça ne s'arrêtera jamais. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, brunophobie, ça paraît complètement absurde. Mais je vous assure que dans l'écriture... bien sûr, en 2060, on est ça. Mais quand dans l'écriture, j'ai commencé à un peu plus de 3 ans, l'écriture de ce livre, j'avais des choses, il y avait écrit des choses... qui sont arrivées avant, absolument, vous étiez obligé de l'enlever. Que je trouvais presque trop absurdes lors de l'écriture et qui, en définitive, se sont produites. Et donc, comme quoi alors, par exemple, il y avait ce professeur irlandais qui avait refusé d'appeler un jeune garçon de 7 ou 8 ans dont les parents avaient dit que maintenant il avait transitionné et qui a été, je crois, condamné, qui a même fait de la détention. Enfin, c'est complètement invraisemblable. Et donc, évidemment, je ne pense pas que la France sera un jour cela. Je pense qu'il y aura un réveil avant, je pense que ces gens-là n'auront jamais le pouvoir et je pense que les contradictions internes qui traversent ce courant sont telles, par exemple les contradictions entre le milieu LGBT et le milieu arabo-musulman. Alors, je ne sais pas si vous avez vu là, d'ailleurs ça va peut-être faire réagir nos auditeurs. Récemment, il y a une vidéo d'un internaute, enfin d'un youtubeur, un influenceur, on l'appellera comme on voudra, donc LGBTQX++, etc., qui dit moi j'ai découvert le Coran, je vais devenir musulman, etc. Bon, on voit la personne, donc c'est a priori un homme à l'origine, qui est sûrement en transition, très maquillé, etc. Trans en tout cas. On se demande si vraiment c'est une bonne idée pour lui que d'aller investir la communauté musulmane. Mais c'est toute la contradiction que j'essaye d'ailleurs de montrer aussi avec humour dans le livre. J'essaye de faire en sorte d'illustrer par divers moyens. Il y a notamment cette relation qu'a Théophile avec son ami de cellule, son co-détenu, avec qui il s'entend très bien et qui est quelqu'un de plutôt bien d'ailleurs, je veux dire, qui n'est pas une mauvaise personne, mais qui, dès lors que Théophile... d'ailleurs parfois est plus rationnel, enfin il a les yeux plus ouverts sur beaucoup de choses, sur le monde réel, et peut-être justement on se dit aussi peut-être parce qu'il vient de cette communauté musulmane, donc qui fait ils ne sont pas toujours baladés par le discours, par le narratif, on va dire, gouvernemental pour le... Et ils sont dans une forme traditionnelle, pour le coup patriarcale, plus assumée. Et au moment où Théophile, je ne vais pas trop spoiler, mais au moment où Théophile, parce que l'enfermement, parce que sans doute la solitude... ressent une forme d'attirance. Voilà, ressent une forme d'attirance. La réponse ne se fait pas attendre. Il se fait démolir la gueule par son co-détenu qui, lui, pour le coup, ne peut pas supporter ça. Et donc, ces contradictions-là que j'ai essayé d'illustrer, elles sont tellement puissantes, elles traversent tellement ce courant-là, que je pense qu'elles finiront par le tuer. Mais je voulais quand même montrer ce que c'est... Si on va au bout de cette idéologie, si on va au bout de ces gens-là, si on va au bout de ce qu'ils veulent nous imposer, à quoi ça ressemblerait en fait ? Et je ne suis pas complètement convaincu qu'on serait très éloigné de ce que j'ai essayé de décrire. Mais alors, ce qui est marrant justement, vous parlez de cette contradiction, et c'est vraiment ce que vous révélez dans le livre, et c'est ça qui est vraiment hilarant. Et finalement, on se dit, pourquoi pas rentrer dans leur propre jeu et faire comme cet avocat, donc l'avocat de Théophile, qui va... une première magistrate arrive pour donc juger Théophile, accusé de brunophobie, qui est très grave, brunophobie. Enfin, je ne le rappelle pas à vous, mais à nos auditeurs, parce que vous le savez un peu quand même. Et donc, la première fois,
l'accusé, donc Théophile, n'entend pas très bien la question, je crois, et donc la magistrate dit mais il est sourd ou quoi? Et puis l'avocat en profite pour dire bah oui, il a des problèmes de surdité, mais vous êtes en train de vous moquer d'un handicap, c'est très grave, etc. Et là, clameur dans la foule, etc. Puis la magistrate finalement va être obligée de partir, elle pleure, elle est obligée de publier un mot d'excuse, etc. Deuxième magistrate. Révoquée même. Révoquée, enfin voilà. Donc on voit, elle est prise dans son propre jeu. Elle, voilà. Elle, je sais plus ce qu'elle. Elle vient faire son autocritique. Oui, elle vient le lendemain. De l'URSS, quoi. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Et le lendemain, deuxième magistrate, qui elle, justement, est une LGBTQ affirmée, qui vit avec une femme qui était avant un homme trans, etc. Et puis l'avocat lui pose la question. Pareil, je résume. Mais peut-être que vous résumerez mieux que moi. L'avocat lui pose la question. Finalement, vous préférez les hommes ou les femmes? Et elle dit moi, je préfère les femmes puisque je suis homosexuelle. Et il lui dit bah alors, ça veut dire que vous avez une préférence pour quelqu'un. Donc vous êtes finalement vous discriminez les autres. Donc vous aussi vous discriminez. Voilà. Et c'est toutes ces contradictions qui sont absolument géniales parce qu'évidemment ces gens-là ne marchent que par discrimination de ce que n'est pas l'autre. Bien sûr. Et ils ont une tendance assez infernale à prendre une préférence pour une discrimination. Ce qui est insupportable. Ce qui est le cas d'ailleurs de l'idée de la brunophobie. On a le droit de préférer les blondes ou les brunes ou les bruns ou les blonds. De la même manière, on a le droit de préférer les hommes ou les femmes. Bon, c'est une préférence, ça n'est pas une discrimination. Et c'est d'ailleurs un peu le piège dans lequel tombe l'avocat. C'est qu'il se dit de toute façon le système est contre moi. Donc je vais essayer de démontrer l'absurdité de ce régime et de ce code civil. Enfin plutôt de ce code pénal. Et en essayant de montrer l'absurdité de ce code pénal, il y parvient plutôt bien d'ailleurs. Il ne parvient pas à sauver son client qui est condamné parce qu'en fait on ne peut rien face au droit, même si le droit est stupide. Il a fait son show mais il ne défend pas du tout son client. Il a réussi à en tirer d'ailleurs une certaine gloriole puisqu'il devient célèbre après ça et a une carrière politique assez brillante. Oui, tout à fait. Mais bon, pour revenir, nous, donc, à notre actualité, si vous considérez que finalement le système nous broie de toute façon, même quand on le met face à ces contradictions, selon vous, quelle est la solution pour répondre à cette dystopie moderne dans laquelle nous vivons, nous, tous les jours? Bien sûr, parce qu'en réalité, inclure mon roman, c'est une dystopie exagérée, mais qui n'est que le reflet de ce que nous vivons déjà et de ce que beaucoup de gens, moi je le dis souvent, mais j'ai fait un IEP, j'ai fait Sciences Po Strasbourg, c'est invraisemblable de voir toutes ces promotions complètes qui sont vendues au wokisme, mais en plus pas vendues parce qu'ils y ont un intérêt, vendues par conviction. Et puis après il y a le signalement de vertu, donc il faut toujours être plus vertueux que son voisin. Je dirais que pour répondre à votre question, c'est le courage qui manque. C'est le courage. Et je sais que dans les gens qui nous écoutent et dans les gens qui liront ce livre, beaucoup seront d'accord avec les constats que je tire et les messages que je veux faire passer. Mais combien en réalité, et c'est pas pour accuser les gens, mais combien en réalité auront le courage d'assumer publiquement, de s'opposer concrètement à ça? C'est très dur, hein. C'est très dur, je le dis souvent, mais c'est dur d'assumer le poids du système qui vous tombe dessus parce que vous êtes minoritaire. C'est très compliqué d'assumer. Sauf que si tout le monde se levait, on ne serait pas minoritaire. Mais c'est le cas de tous les totalitarismes. En fait, c'est ce que décrit Hannah Arendt, etc. En fait, c'est l'effet du silence. Et le problème, c'est le silence. Mais j'en suis absolument convaincu. Et modestement, je ne suis pas le seul du tout à l'avoir fait, mais modestement, j'estime faire un peu ma part du travail. Et voilà, quand je me suis engagé pour Reconquête, on est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas, on peut reconnaître que ce n'est pas un choix facile. Parce que professionnellement, parce que socialement, moi j'ai perdu des amis, j'ai eu des vrais problèmes aussi professionnels. D'ailleurs, j'ai dû me reconvertir. Hein. Moi, j'étais directeur d'hôpital à la base. Maintenant je suis enseignant, j'aime beaucoup le métier que je fais, mais j'ai dû changer de travail. Mais pourquoi? Et je vous donne une anecdote. Ma grand-mère, donc moi je suis d'origine roumaine, ma grand-mère a vécu sous un régime communiste. Et donc évidemment un régime totalitaire. Elle me dit, parce qu'aujourd'hui elle est assez conservatrice, elle est plutôt de droite, elle vit à Bucarest, elle parle pas le français, elle me dit mais tu sais nous quand on était plus jeunes, et elle me parle de ça après que je lui ai raconté un peu ce que j'ai entre guillemets subi, mais je me plains pas, c'est un choix que je referais 10 fois s'il fallait le refaire. Elle me dit mais tu sais quand nous on critiquait Ceausescu, c'est pas vrai qu'on était immédiatement fusillés. Par contre on n'avait plus de travail du jour au lendemain, donc plus de revenus. Par contre plus personne ne nous parlait autour de nous, on commençait à être un peu isolés. Et puis c'était un peu compliqué parce que quand on allait dans la rue, on sentait bien qu'on nous regardait différemment. Et en réalité ce qu'elle me décrivait, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui lorsque quelqu'un décide de pouvoir prendre peut-être la mesure de ce qu'est l'idéologie qu'on nous impose et qui pourtant est majoritaire. Enfin, majoritaire chez certaines élites qui ont fait Sciences Po et qui se répandent dans les rédactions, mais ultra minoritaire à l'échelle de la population française. Oui, sauf que la population française subit cette idéologie. Absolument. D'une façon ou d'une autre. Finalement, ce que vous décrivez,
ce phénomène d'un totalitarisme qui était à l'Est et qui passait à l'Ouest. C'est ce que décrit Solzhenitsyn, notamment dans son discours d'Oxford. Et on se dit qu'on n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas ouvert les yeux, et on nous parle encore toujours des totalitarismes des autres, et on ne sait pas juger notre propre gouvernement. On est parfaitement d'accord, et je pense que nous sommes à la croisée de deux totalitarismes. Un totalitarisme qui est islamique, d'un islam politique, et un totalitarisme qui est vraiment le fruit de l'Occident malade. Et ces deux totalitarismes, pour l'instant, sont alliés, parce que l'Occident malade est encore majoritaire sur son sol, et donc utilise sans comprendre que c'est un totalitarisme qui se cache derrière, utilise l'immigration pour servir ses propres desseins. C'est tout ce qu'on voit avec la politique de Mélenchon. L'idée de Mélenchon, mais qui est brillante d'ailleurs. Enfin, c'est extrêmement cynique. C'est stratégique, on va dire. Stratégiquement, brillant, je sais pas. Stratégiquement, c'est brillant. Alors, c'est cynique, c'est dégueulasse. Ça donne vraiment envie d'aller se battre au moins politiquement contre ça. Mais sur le plan stratégique, c'est brillant. Moi, je pense que Mélenchon sera au second tour en 2027. Il lui manquait 300 000 voix. 300 000, c'est pas énorme. 300 ou 400 000 voix, c'est pas grand-chose. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, en surfant sur ses deux jambes, en marchant sur ses deux jambes, le totalitarisme né de l'Occident malade, qui est en fait le wokisme, et sa contradiction la plus parfaite, mais qui pour l'instant est encore son allié. Voilà, le totalitarisme islamique. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il y a une porte d'entrée pour le second tour. Et au second tour, ce qu'il a peut-être pas compris, c'est qu'il restera peut-être pas longtemps au pouvoir, parce qu'après sa tête sera coupée par ceux qui l'ont porté, non ? Ah, mais lui, il est convaincu que je pense qu'il réussira à faire tenir tout cela comme la gauche plurielle, mais c'est pas la gauche plurielle dont on parle. On parle d'autre chose là. Et au second tour, on va nous rejouer, vous verrez, on va nous rejouer le fascisme, parce qu'il est fort probable qu'il soit face à Marine Le Pen. On va nous rejouer le fascisme Oradour-sur-Glane, le nazisme, etc. Il va se recentrer pour avoir un air rassurant, essayer de convaincre les boomers, et il n'est pas invraisemblable que Mélenchon l'emporte. Je dis pas que c'est certain. Je dis que c'est pas impossible. Voilà. Mais quand même, le scénario a un tout petit peu changé, et c'est là où peut-être vous ne pouviez pas le prévoir dans ce livre, c'est que on a bien entendu pendant notamment ces manifestations de soutien à Israël, etc., aux victimes israéliennes, que Marine Le Pen et son parti ont réussi, eux, à comment ils appellent ça, républicaniser, etc. Et puis de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon et son parti, eux, se sont, entre guillemets, diabolisés. Oui, mais à quoi bon ? En fait, à quoi ça sert ? Puisque peut-être que Marine Le Pen a réussi de manière très habile d'ailleurs à se rendre plus normale aux yeux de beaucoup de Français, mais elle aura toujours toute la presse contre elle. Elle aura toujours tous les gens qui ont fait mon école, qui ont fait Sciences Po, pour se lever exactement le moment venu et dire qu'elle est nazie et qu'en fait Adolf Hitler à côté, c'était un enfant de cœur. Et donc de toute façon, il va y avoir cet effet qui fera qu'elle passera de 49, comme ça a été le cas en 2022 au second tour dans les sondages, à 41 effectivement. Et donc Mélenchon, lui, il s'en fiche. De toute façon, la presse l'a jamais trop appréciée. Elle a été plus complaisante, c'est certain. Mais fondamentalement, ce qu'il faut, c'est qu'il ait le vote musulman pour arriver à 12-13% dans les sondages, devenir le vote utile et se qualifier pour le second tour. Voilà. Et comme il a en plus de ça un réservoir de gens qui vont devenir majeurs dans les cités, un réservoir de gens qui sont arrivés, qui ont été naturalisés, bon, les 300 000 voix, il va les trouver. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à instaurer un régime comme celui qu'il y a dans Enclure. Peut-être que ça passera par là. C'est pas très enthousiasmant votre histoire. C'est pas enthousiasmant du tout. D'ailleurs, c'est pas fait. Il n'y a pas de certitude. Et moi, je me battrai toujours pour mes idées. Je me suis battu pour Zemmour. Là, on se bat comment ? C'est ça la question aujourd'hui. On se bat comment ? Localement, on commence par quoi ? Les auditeurs qui nous écoutent, qui sont pas tous les jours très heureux à l'écoute de nos nouvelles, qui sont pas forcément joyeuses. Faut nous donner des terrains d'action. Je pense qu'il y a 2 ou 3 terrains que l'on peut investir. Le premier, c'est vraiment la vie quotidienne. Je pense qu'il ne faut plus avoir peur de dire à ses proches, de dire à ses amis je suis désolé, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, la vidéo dont vous parliez tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Et parce que le premier réflexe, c'est toujours d'avoir cette pudeur de gazelle, de dire oui, non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Non, je ne comprends pas, c'est ridicule. Cette vidéo est ridicule, cet homme se ridiculise. Voilà, il ne faut pas avoir peur de le dire. La deuxième chose, je pense. Peut-être lui rendre service d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est de ne rien laisser passer. Rien. Quand on est au bureau et qu'on voit passer un rapport en langue inclusive, on ne laisse pas passer. Voilà. On dit pas, on ne cède pas un millimètre de terrain. On ne dit pas, oui bon après tout. Mais là, comme vous le dites, ça peut aller jusqu'à, surtout si vous prenez des positions un peu fortes, une carrière en tout cas qui avancera moins vite, voire perte de travail, etc. Comme vous racontez pour ce qui se passait en Roumanie, mais comme il se passe aujourd'hui en France, c'est concret. Et c'est vrai que vous n'êtes pas le premier à nous raconter, notamment pour le parti Reconquête, il faut le dire, de personnes qui ont perdu leurs emplois. Oui, tout à fait. Bon, après, j'ai vite rebondi et j'ai fait d'autres choses par ailleurs. Mais vous ne jouez pas la scène de la victime. Bien sûr. Mais
en réalité, on est dans un dilemme du prisonnier. Vous savez, c'est l'équilibre de Nash. Nous ne sommes en situation d'être punis pour nos idées que parce que nos idées ne sont pas assumées. Le jour où suffisamment de monde, parce que nous sommes majoritaires, il ne faut pas se leurrer, le jour où suffisamment de gens décident de dire « bon, allez, ça suffit maintenant, moi j'assume », je vous assure que la punition, c'est plus sur nous qu'elle tombe. C'est sur les gens qui pourraient éventuellement penser l'inverse. Et je ne souhaite pas que l'on fasse la même chose, c'est-à-dire en fait, qu'on applique une forme de totalitarisme intellectuel, parce que c'est pas comme ça que, en tout cas, c'est pas comme ça que j'estime les idées que je défends. Mais si nous étions suffisamment nombreux à dire dans tous les cercles ce que l'on pense vraiment et d'assumer, de dire ok, ça suffit maintenant là, on arrête de se cacher. Je suis convaincu que ces sanctions-là n'existeraient plus. Mais je vais vous dire une chose, je pense que dans la France populaire, la France des campagnes, c'est déjà le cas. Tout le monde assume sans aucun problème. Mais c'est pour ça que pendant très longtemps, on les regardait en se bouchant le nez en disant attention, la France ou la France qui ne comprend pas tout, la France qui a voté non en 2005 mais qui avait tort. Ceux qui n'assument pas quand ils le pensent, c'est ceux des métropoles, c'est ceux qui fréquentent en gros le gratin, les métropolitains. Donc c'est ces gens-là. Et eux, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur leur courage. Non, parce que pour qu'ils aient du courage, encore faut-il qu'ils aient les idées de leur courage. Et en l'occurrence, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais le salut viendra pas forcément des métropoles. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se créent un peu partout en France, dans les villes aussi. Je pense que je parlais tout à l'heure de Sciences Po, mais il y a de plus en plus de gens, y compris dans les IEP. Je prends les IEP parce que déjà c'est un exemple que je connais et parce que c'est vraiment pour moi un exemple matriciel de ce qui fait que nos élites sont aussi matrixées par ce genre d'idéologie, l'idéologie de l'Occident malade et décadent. Moi, je pense que fondamentalement, on n'a jamais vu autant de gens à Sciences Po dans les IEP. Alors, ils sont toujours archi-minoritaires, ils sont condamnés à la mort sociale de façon quasi instantanée, mais ils n'ont jamais été aussi nombreux, c'est-à-dire peut-être 4-5 par promotion, peut-être 7-8 par promotion parfois, à se dire ok, non, c'est bon, maintenant moi j'assume de penser le contraire. Et c'est par là, élève après élève, personne après personne, courage après courage, projet après projet, parce que c'était aussi la troisième chose que je voulais dire. En faisant ce roman, j'essaye, mais modestement, encore une fois, je ne vais pas changer le monde, mais j'essaye modestement de mener une forme de bataille culturelle. Peut-être qu'il y a des gens qui liront mon roman, qui étaient modérés sur cette question et qui vont comprendre certaines choses, ou qui vont se dire ah bah oui, en fait, peut-être qu'en définitive, c'est complètement absurde cette idée qu'on me vend à longueur de journée. Oui, en fait, parce que vous commencez à donner les axes de résistance, vous disiez, donc là, on commence par la fin, résistance culturelle. Tout à fait. Gramsci. Bien sûr. La bataille gramscienne qui est fondamentale. Bataille sur le territoire. Et c'était quoi votre autre axe? Je disais là, dans la bataille du quotidien, bataille au sens figuré évidemment, la bataille du quotidien, c'est-à-dire l'idée de convaincre ses proches, de rien laisser passer au bureau, d'assumer ses idées. Je pense que c'est des axes qui peuvent... Et puis bon, il y a un moment, il faut voter aussi. Si on vote pour des gens qui ont conscience que c'est une folie et qu'il faut y mettre fin, peut-être qu'on réussira à avancer un peu plus rapidement. Peut-être, il faudrait peut-être être un petit peu plus nombreux à aller aux urnes, certes. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Denis Ceslik. Inclure. Alors d'abord, je rappelle que c'est publié aux éditions Magnus, qui sont des éditions très fortes et que nous connaissons bien ici, préfacé par Philippe de Villiers, une très jolie préface. Et puis un livre vraiment très frais, avec beaucoup d'humour pour aborder tous les problèmes et toutes les contradictions de notre Occident, justement, décadent. Merci encore, Denis Ceslik. Merci pour l'invitation et merci de l'avoir lu, parce qu'on sentait que vous l'aviez lu. Et c'est pas toujours le cas et c'est très agréable. Merci beaucoup. Bonne journée. Et puis à bientôt. Évidemment, Toxa continue grâce à vous.